C'est après 61 tomes publiés sur 12 ans que le puzzle constituant les origines d'Ichigo Kurosaki put enfin prendre forme et ses épisodes 12 et 13 en étaient la plus belle reconstitution animée. Pour affronter le futur et se maintenir dans le présent, il est indispensable de connaître ses origines et c'est désormais le cas pour notre héros. Plus qu'un power-up sorti de nulle part, plus qu'un énième entraînement de shonen, si Ichigo a désormais accès à sa pleine puissance, c'est parce qu'il a acquis de son passé sa pleine connaissance. L'une des nombreuses qualités de Bleach et de toutes les grandes histoires, c'est qu'elles partent de l'individu pour toucher à l'universel. Le récit d'un seul peut aussi être celui de tous. Et on retrouve avec la jeunesse d'Ichigo un peu de cet esprit dans la métaphore filée entre la famille Kurosaki et le système solaire. Cet épisode 12 nous a montré que même la plus belle des galaxies peut posséder un trou noir. Mais le plus terrifiant, c'est quand ce trou noir tente d'absorber son soleil, source de chaleur et de bonheur pour tout un chacun. Et l'épisode 13, en plus d'être celui de la préparation du Gotei 13 en vue de la deuxième partie de la guerre contre le roi Quincy, était surtout celui des révélations finales sur le passé et donc l'avenir d'Ichigo Kurosaki, fils d'un Shinigami ayant sacrifié ses pouvoirs et son propre destin de Shinigami pour sauver une descendante issue d'un peuple que les siens, les Shinigami, ont tenté d'éradiquer. Cette vidéo ne sera pas une review comme les précédentes et ce pour plusieurs raisons. Primo, j'ai été malade pendant plus d'une semaine, je le suis encore, et je n'avais ni l'énergie ni la voix pour enregistrer pendant presque une heure en improvisation. Deuxio, avec 2 épisodes, la vidéo risquait de durer plus d'1 heure. Et tertio, ça me permet de revenir aux origines de ma chaîne, moi aussi, tout comme Ichigo, avec une vidéo écrite et au montage un peu plus soigné. Donc vous aurez quand même une review pour ces 2 épisodes, mais sous une forme condensée, réfléchie et plus travaillée, avec une vue d'ensemble sur l'histoire de Bleach, sans spoiler. Mais avant de rentrer dans le dur, j'ai une annonce importante à vous faire, que ce soit pour offrir ou te faire plaisir, ou avant tout pour me soutenir et m'encourager à continuer. Un tout nouvel article provenant de l'univers de Bleach et ayant eu un rôle crucial au cours de cette saison est disponible là maintenant, tout de suite, en cliquant sur le lien de ma boutique en description. Mon best-seller jusqu'à présent te permettait de te transformer en Shinigami comme Ichigo. Mais avec celui-ci, on a vu les choses en grand, on est allé encore plus loin. Tu vas carrément pouvoir voler le Bankai des capitaines. C'est ici aussi une grosse exclusivité à ma chaîne, et c'est encore en partenariat avec mon ami et partenaire Shigeru. L'incroyable médaillon Quincy qui te permettra de voler un Bankai est disponible en plusieurs modèles, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Un gris et noir fidèle à l'animé, un noir et argenté pour le style, ainsi qu'un noir et doré. Ils sont faits en résine, peints à la main et laqués pour un rendu du plus bel effet. C'est parti. L'épisode 12 adapte 6 chapitres du 533 au 537 du tome 60, et l'épisode 13 achève ce dernier pour entamer le tome 61 jusqu'au chapitre 542, excepté les 2 dernières pages, ce qui nous amène à un total de 10 chapitres. Et puisque cette première partie est terminée, on va en profiter pour prendre du recul sur tout ça et constater ensemble ce qui a été adapté. De l'épisode 1 à cet épisode 13, cette saison aura adapté l'intégralité du tome 55 jusqu'au tome 60 et elle aura bien entamé le tome 61, ce qui représente les chapitres 480 jusqu'au 542 pour un total de 65 chapitres en 13 épisodes. Donc comme ça, si vous étiez anime only jusqu'à présent, vous savez quoi faire et vous savez où reprendre la lecture du manga. Un rythme assez fou, très dynamique, c'est pourquoi on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Chaque épisode contenait soit de l'action intense, soit des révélations importantes, et malgré l'absence de nombreuses scènes souvent anecdotiques, relatives à l'humour, parfois intéressantes, la remarque d'Aizen sur le Bankai d'Ishin malheureusement, j'ai grandement apprécié le rythme et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée en laissant tout de même certains gags quand ça s'y prêtera et en évitant à l'avenir de supprimer des détails pertinents comme ils l'ont fait dans l'épisode 11, sans oublier les ajouts qui devraient être de plus en plus nombreux dans les futurs cours. Un mot sur les titres aussi. L'épisode 12 s'appelle Everything But the Rain, Yoon Truth, donc dans la continuité du précédent, mais avec la mention d'une vérité de juin. En effet, cet épisode fera toute la lumière sur les circonstances tragiques du décès de la mère d'Ichigo, et l'épisode 13, The Blade Is Me, fait référence au tome 8 et au chapitre 66, dans lequel Zangetsu se révélait pour la toute première fois à Ichigo. La différence est subtile mais évocatrice et va dans le sens des propos d'Ichigo en fin d'épisode. Jadis, Ichigo se servait de son Zanpakuto sans même en comprendre l'origine, il s'en servait comme d'une épée. Désormais, il ne fait plus qu'un avec ce dernier, en ayant compris et accepté tout ce qu'il était, à savoir un hybride ayant des pouvoirs de Shinigami fusionnés à un holo, tout en étant un descendant de Quincy.
Il est donc lui-même son Zanpakuto, The Blade is Me. Nous allons maintenant entrer dans l'analyse plus approfondie des épisodes, ce qu'ils racontent, leur sens caché, et ce que j'ai à vous partager à leur sujet. Le courage comme boussole. C'est de loin la plus belle histoire d'amour de Bleach et l'une de mes préférées, toute fiction confondue. Car l'histoire d'Ishin et Masaki est celle d'une romance impossible, d'un amour interdit et d'un destin censé être refusé, mais s'étant envers et contre tout réalisé. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Ichigo est le héros du deuil et de la protection, car il est lui-même l'enfant du courage. Si Ishin a quitté les quartiers de sa division, éloigné de tout danger, et s'il s'est rendu dans le monde réel après avoir eu connaissance du rapport sur les mystérieuses disparitions des Shinigami sur Terre, et ce, malgré son rang de capitaine, c'est parce qu'il a eu le courage d'élucider ce mystère lui-même le plus vite possible afin de protéger le plus de victimes ultérieures. Si Masaki a quitté l'enceinte du manoir sécurisé de la famille Ishida, et si elle a décidé de courir vers un danger inconnu, malgré les avertissements de Ryuken et le rôle qui lui a été assigné, c'est parce qu'elle a senti que la menace était grande et qu'elle a eu le courage de s'y confronter, afin de protéger toutes ses âmes n'en étant pas capable. Si Masaki a révélé sa véritable identité à ce Shinigami mystérieux, c'est parce qu'elle a eu confiance en lui, parce qu'elle ne voulait pas mentir, et parce qu'elle a fait preuve, in fine, encore une fois de courage. Si Ishin a réagi ainsi, d'abord interloqué, avant d'illuminer son visage d'un immense sourire, comme s'il en était le reflet de Masaki, c'est parce qu'il a compris qu'elle avait pris des risques non seulement en l'aidant, mais aussi en osant dire qu'elle appartient à ce peuple que les Shinigami ont voulu exterminer il y a des siècles. Si Masaki a pu se revivre malgré le holo qui l'affectait, c'est parce que Ishin a accepté la proposition de Kisuke au risque de devenir un criminel aux yeux des dieux de la mort et de perdre tout ce qu'il était jusqu'alors. Un Shinigami de haut rang, descendant d'une lignée si longue qu'on pourrait énumérer les descendants. Si cette histoire est si touchante, si Everything But the Rain est le plus beau flashback des shonen selon moi, c'est parce que Masaki et Ishin n'ont pas été unis par un destin tout tracé en vue de donner naissance à un élu. Ce n'est pas parce qu'elle trouvait qu'Ishin était le plus beau du lycée ou que sais-je, c'est parce que leur âme était de la même couleur. Celle qui teinte la plus fragile, mais aussi la plus puissante des flammes, ce feu ardent que l'on appelle le courage. Une cosmogonie incarnée. Ce qui est fascinant avec la naissance d'Ichigo, c'est qu'elle est à la fois le fruit du destin et du pur hasard. Du destin, car son rôle sur le destin des mondes lui-même sera si grand qu'il ne peut en être autrement. Et du hasard, car l'arrivée d'une Quincy n'était pas prévue même par Aizen, c'est dire, absolument personne ne pouvait anticiper cette rencontre improbable entre un capitaine issu de la haute aristocratie, ayant malgré tout le cœur sur la main, et une Quincy semblable au soleil, enfermée dans un manoir terne dans lequel personne ne sourit, avec entre les deux, la pluie et ce holo paradoxal et impossible. Tous ces facteurs imprévisibles et défiant toutes les probabilités donneront naissance au personnage principal de notre histoire que l'on surnomme affectueusement, comme s'il était un membre de notre famille, un grand frère ou un ami, la fraise. Mais l'autre aspect qui fait d'Ichigo un être unique dans son univers, c'est qu'il est à lui tout seul la fusion de toute une cosmogonie. Bleach est un monde dans lequel existent plusieurs mondes. Le monde physique, celui des humains et des Quincy. Soul Society, celui des êtres spirituels tels que les Shinigami. Et le Wikomundo, celui des âmes n'ayant pas connu la purification d'un Zanpakuto, les Holos. Ichigo est l'incarnation de ces trois mondes de manière équitable et équilibrée. Et il existe une ultime ironie sur laquelle j'aimerais conclure ce point, mais je dois le faire dans la partie spoiler en fin de vidéo. L'enfant de l'impossible. Dans le premier tome de Bleach, la fiche perso d'Ichigo nous dévoilait que la personne qu'il respectait le plus était le célèbre auteur anglais William Shakespeare. Si ce dernier est si connu, c'est principalement pour l'histoire d'amour la plus tragique de tous les temps, du moins issue de la littérature classique, Roméo et Juliette. Tout le monde connaît. Tout le monde sait comment ça se termine, même si on ne l'a jamais lu pour l'écrasante majorité d'entre nous. À travers ce choix, je pense que c'est Tite Kubo qui exprimait un de ses nombreux goûts personnels, comme il le fait d'ailleurs également avec ses goûts musicaux, en les assignant dans ses mêmes fiches perso. Ce choix d'un auteur anglais ayant écrit une histoire d'amour pour un perso principal comme Ichigo m'avait toujours interpellé, car on ne peut pas dire que Bleach tourne autour du romantisme. C'est un élément plus que secondaire et ça n'a jamais été un véritable enjeu du récit. Et c'est avec le flashback sur le passé d'Ishin et Masaki que tout s'éclaira. Ishin et Masaki sont Roméo et Juliette avec une happy ending, ayant donné naissance à 3 enfants. Je suis convaincu, même si je ne peux évidemment pas le prouver, que Tite Kubo a déjà pensé. Et si Roméo et Juliette avaient triomphé? Et si ils avaient pu s'aimer et fonder une famille malgré l'interdit, malgré les difficultés et malgré l'inaccessible? Ce qui fait de Karin, Yuzu et Ichigo les enfants de l'impossible. La fin de tous les mystères d'Ichigo, Ishin et Masaki.
D'abord un enfant comme les autres, un peu émotif pour ne pas dire faiblard, comme n'importe quel enfant peut l'être légitimement. Puis victime d'une tragédie et d'un sacrifice à cause des manigances d'un dieu de la mort machiavélique et d'un roi tyrannique. Ensuite humain, et plus précisément lycéen aux sourcils froncés et à l'attitude de bad boy, jusqu'à ce soir fatidique où il rencontra plus que son destin. Rukia, la Shinigami, celle qui a changé son univers. Il devint lui-même un Shinigami de substitution grâce à cette dernière, mais mystère, d'où lui provient une telle puissance et pourquoi a-t-il tout pris à Rukia et d'où vient son Zanpakuto. Puis Shinigami de renaissance suite à la suppression de ses pouvoirs d'emprunt de la lame de Byakuya, mais avec une part de Holo, qui s'est réveillée peut-être grâce à Urahara. Ce dernier avait sûrement compris très tôt qui était cet Ichigo et quelle était la vraie nature de ses pouvoirs, mais on l'imagine aisément garder le silence volontairement par respect pour Isshin et la défunte Masaki. Puis, au fil des entraînements, le mystérieux vieux monsieur en noir à l'intérieur du monde d'Ichigo a utilisé le Holo, ce Holo qui affirmait étrangement être Zangetsu. Était-ce une simple provocation ou une vérité cachée dévoilée trop tôt ? Le vieux monsieur, un jour, face à un adversaire trop puissant pour l'apprenti Shinigami, âgé à peine de 15 ans, utilisa des ombres étranges pour cacher Ichigo et permit à son sang d'arrêter de couler. Puis, toujours, ce vieux monsieur est devenu jeune, car c'est ainsi que fonctionne un Zanpakuto lorsqu'il est en Bankai. Et alors que l'ennemi en face était plus fort que jamais, Aizen Susuke ayant transcendé les Shinigami et les Holo, il affirma que son véritable but n'était pas le même qu'Ichigo, à savoir vaincre Aizen. C'était avant tout de le protéger et pas de combattre à ses côtés, comme voulait le faire le Holo et comme le ferait n'importe quel Zanpakuto. Et c'est là qu'intervient toute la beauté de la relation entre Ichigo et le Zangetsu Quincy, dont personne ne parle et qui pourtant explique tellement de choses. Zangetsu Quincy a l'apparence de Yhwach il y a 1000 ans, car il est l'incarnation de l'héritage Quincy de sa mère, qui était elle-même issue d'une grande lignée pure, descendant du roi sombre. Ça, tout le monde le sait, et c'est dit dans le manga. Néanmoins, d'où lui provient une telle bienveillance ? Pourquoi cette envie de protéger à tout prix Ichigo, comme le ferait un père envers son fils ? Alors que nous l'avons vu, le vrai Yhwach se montre sans pitié envers ses ennemis et ses propres alliés, allant jusqu'à tenter de trancher la gorge de celui qu'il qualifie pourtant de son fils. S'il y a un tel écart d'âme, de cœur, et donc d'intention entre Zangetsu et Yhwach envers Ichigo, c'est parce que Zangetsu contient en lui non seulement les pouvoirs Quincy, mais aussi l'instinct paternel de Yhwach. Au fil des siècles, le roi Quincy perdit son humanité, à cause du temps qui s'écoula, à cause de la dureté de la vie et des guerres, aussi, mais surtout, à cause du partage de son âme à des milliers d'autres au cours de sa longue existence. Yhwach n'est pas le père des ténèbres d'Ichigo, c'est Zangetsu qu'il est. Et c'est pourquoi il a toujours veillé sur ce dernier, essayant de l'éloigner des combats tant bien que mal, malgré l'ardeur avec laquelle Ichigo plongeait à chaque fois dans des batailles afin de protéger ses amis et ses convictions, poussées par le même courage ayant amené ses vrais parents, de chair et de sang, à se rencontrer. Je crois que le monde est rempli de dangers, la raison pour laquelle je souhaite t'en protéger est que je sens en moi une impulsion de nature tout aussi dangereuse. Poème du tome 61 et de l'épisode 12. Ichida et Kurosaki, les deux faces d'une même pièce. Ce sujet mérite une vidéo entière, donc nous allons surtout évoquer ce qu'il s'est passé dans cette saison animée et plus particulièrement ces deux derniers épisodes du cours 1. Outre le fait d'avoir découvert la jeunesse de Masaki et son lien avec Ryuken, ainsi que la grand-mère et la mère d'Uryu, ce flashback et la décision d'Uryu de rejoindre Yhwach nous dévoilent deux approches face au destin et de manière intrinsèque son propre passé. Les Kurosaki, et par extension les Shiba, qu'ils soient les descendants d'une longue lignée avec des responsabilités ou pas, suivront toujours leur cœur et écriront leur propre destinée à l'encre de leur volonté. Les Ishida sont dans l'exact opposé. Ils ont beau vivre dans la richesse comme le démontre leur immense manoir, avec une femme de chambre à tout faire leur dédiant sa vie entière, ils vivent avec des chaînes invisibles et un boulet au pied, et n'ont pas la possibilité de choisir leur avenir. Ils sont les esclaves du destin. Ryuken était l'ombre de Masaki et Isshin, par devoir familial d'abord, puis par résignation. Uryu est l'ombre d'Ichigo, par héritage et par dépit. Va-t-on assister à un affrontement fratricide entre l'ombre et la lumière, entre deux individus si différents et pourtant si proches, les deux partageant le sang de Yhwach et ayant perdu leur mère ce même soir tragique de juin lorsque le roi sombre utilisa l'Osvalen, sa sélection meurtrière? Aussi, cela se traduit jusque dans les métiers de leurs pères respectifs. Ryuken, le patriarche de la famille Ichida, gère un immense hôpital aux proportions industrielles, c'est le directeur et il avoue ne le faire que pour l'argent. Il est aussi froid que l'argent que les Quincy aiment tant.
Ishin, le père de famille, désormais veuf, travaille dans une clinique de quartier installée au rez-de-chaussée de sa propre maison, afin de se rendre utile sur Terre et après avoir perdu ses pouvoirs de Shinigami. Et enfin, la différence de personnalité entre Ichigo et Uryu s'explique aussi par la façon dont leurs parents se sont rencontrés et aimés. L'un est le fruit d'un amour déçu, prisonnier d'un devoir familial plurimillénaire, et donc malheureux, pluvieux, là où le second était le fruit d'un amour radieux et ayant vaincu cette même pluie, et donc ensoleillé. Cela est si imprégné dans la famille Ishida que leur nom de famille en lui-même porte le kanji de la pluie. Face à la plus grande ombre que le monde n'ait jamais connue, l'ombre originelle ayant donné naissance à toutes les suivantes, celle du Ryu. Gemisht sera-t-elle absorbée par cette dernière ou rejoindra-t-elle la lumière d'Ichigo ? Avant de passer à la partie spoiler et conclure cette vidéo, voyons ensemble, grâce au très bon trade du Tweetos Ursh, je sais pas comment faut le prononcer, quels sont les ajouts, les suppressions et les différences avec le manga. D'abord les passages supprimés. On avait une discussion entre Masaki et ses copines qui a été largement abrégée. Ensuite on a Rangiku qui veut se rendre dans le monde des humains pour faire du shopping, etc. comme d'habitude. Puis on a Ishin qui fait une blague un peu vilaine, surtout vu le contexte. Le pauvre Ryuken il était en PLS avec Masaki dans les bras, donc c'est pas une mauvaise chose qu'il l'ait enlevé. On a aussi Ishin qui vanne un peu White après avoir sauvé Masaki. On a Masaki qui se rend compte qu'Ishin est venu la sauver, et elle était totalement nue à tel point qu'on voyait ses tétons, etc. Alors que dans l'animé elle est entièrement lumineuse. Moi, c'est une modification qui ne me dérange pas. Et on a aussi ensuite l'information que c'est Ryuken qui aurait décidé que Masaki devait quitter la famille Ishida. Ça rajoute quelque chose et ça change la donne vis-à-vis de Ryuken quand même. On a aussi l'explication de la mort de Masaki qui a été abrégée et mise en scène différemment. Et on a aussi le fait que Ishin avait parlé de la mort de Katagiri à Ichigo. Ça, en fait, la scène est bel et bien présente, mais bon, là aussi c'est mis en scène un petit peu différemment. On a aussi une scène avec Uetsu qui parle à Ichigo pendant qu'il attend en bas avec les Azoshi. Là aussi c'est une suppression qui n'est absolument pas dérangeante. On a des Shinigami qui parlent du Bankai de Toshiro, rebolote, il n'y a aucun problème quant au fait d'avoir supprimé cette scène, ça rend le tout plus fluide, et c'est mieux d'avoir mis une espèce de narration de la part de Toshiro, le fait d'avoir ses états d'âme et son état d'esprit. L'entraînement de Tetsuzaemon qui ne... Enfin, ça sert à rien d'avoir montré ça, donc là aussi, aucun problème d'avoir mis davantage le focus sur Komamura. Omaeda qui insulte sa sœur, ouais, ils ont retiré ça. Ils ont retiré aussi l'apparition du petit frère de Maeda. Pareil, aucun problème avec cette suppression, ça servait à rien et c'était pas spécialement ultra drôle. Un petit peu malsain, enfin pas malsain, mais un petit peu chelou, quoi, le petit frère malaisant. Uetsu qui se moque d'Ichigo aussi. Ouais, c'est retiré, mais pas retiré non plus, car on a quand même les scènes un petit peu comiques avec White et Ichigo. On a Uetsu qui explique pourquoi la mer s'est évaporée. Ouais, c'est juste une petite réplique en moins. Ensuite, les passages rajoutés. Donc on a Ichigo qui marche parmi les Azoshi pour aller chercher le sien. Et effectivement, dans le manga, c'est différent. Ils étaient immédiatement agenouillés et il avait uniquement à tendre la main vers White. On a aussi une petite scène supplémentaire, ou en tout cas plus détaillée, sur ce que prépare Mayuri en coulisses depuis la première intervention, la première guerre des Quincy, là, la première attaque. On a Omaeda qui joue au ballon avec sa sœur, qui n'était pas présent dans le manga. Le début de la forge des nouveaux Zanpakuto d'Ichigo, en fait, ça prenait plus le temps, mais ils étaient bel et bien là. On voit bel et bien les Zanpakuto de Uetsu travailler, mais là c'est plus détaillé, car on voit en fait à quoi, respectivement, chacune, à quoi elles servent. Ensuite, les passages déplacés. On a le passage où Uryu rejoint Yuabak. Dans le manga, il a lieu juste après qu'Ichigo récupère son badge de Shinigami, alors que dans l'anime, il a lieu après qu'Ichigo récupère son nouveau Zanpakuto. C'est un bon choix et ça permet de terminer sur un cliffhanger très alléchant. Ensuite, on a la rencontre entre Komamura et Ojiji. Dans le manga, elle a lieu après l'entraînement de Shuei, alors que dans l'anime, elle a lieu après l'entraînement de Soifon. Ça relève totalement du détail. On a la présentation des filles qui forgent le Zanpakuto d'Ichigo, comme je vous disais. Dans le manga, elle a lieu d'un seul coup, c'est une seule grosse case après qu'elles aient fini leur travail, alors que dans l'anime, c'est fait au fur et à mesure qu'elles apparaissent. C'est pas plus mal, ça permet de mieux retenir les noms. En plus, elles ont des noms, voilà quoi, un petit peu perchés. Nonomi, Nomino, c'est quoi ça? Asuka, Ashihara, bref. Et voilà, c'est déjà la fin du trade, donc vous avez vu, il n'y a rien de colossal, il n'y a pas de changement, enfin d'ajouts supplémentaires importants comme on a pu l'avoir. Par contre, il faut s'attendre à bien plus d'ajouts pour les cours suivants, c'est acté. Je compte dédier une vidéo entière sur le sujet avec des arguments et des estimations sur le passing des futurs épisodes et des futurs chapitres. Quelque chose de très très lourd se dessine, et je parlerai également d'une interview de Tite Kubo dans laquelle il affirme qu'il y aura un combat totalement inédit dans la suite. Donc restez
rester connecté, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à déposer votre pouce bleu et un petit commentaire. Mais attention, la vidéo n'est pas terminée. Je sais que souvent quand les youtubeurs disent blablabla abonnez-vous, c'est que c'est terminé, mais pas là. D'ailleurs oui, j'ai oublié d'en parler, il y a un faux raccord colossal de Komamura au tout début de l'épisode quand on voit que Isshin fait son rapport devant les autres capitaines. Komamura n'a plus son masque, alors que bon, comme vous le savez bien, c'est lors de son affrontement contre Zaraki Kenpachi pour protéger Tauzen que son masque se brise pour la première fois et qu'il accepte ensuite de montrer sa véritable apparence. Donc c'est une incohérence de la part de l'équipe de l'anime qui sera probablement corrigée pour la sortie du Blu-ray. Je vous tiens au courant là aussi sur les réseaux s'il y a une modification à la suite de la sortie du Blu-ray. Donc voilà, si vous êtes anime only, suivez le chapitrage et sautez directement à la conclusion car j'aimerais revenir sur un point crucial mais contenant des spoilers sur la suite. Normalement là vous êtes parti donc je vais commencer. J'aimerais revenir furtivement sur un élément que je ne pouvais pas dire dans une partie précédente sous peine de spoiler ceux n'ayant pas lu le manga. Je vous disais donc qu'Ichigo était à lui seul la fusion de tous les mondes et donc l'incarnation de la cosmogonie de Bleach. Son âme porte des fragments du monde des humains, de Soul Society, du Wikomundo et il descend du roi Quincy. Autrement dit, et c'est là l'ultime ironie de Titekubo, Ichigo est à l'échelle individuelle et dans son essence même, l'objectif suprême de Yhwach. Son rêve final est ce pourquoi il a mené cette guerre, l'unification de tous les mondes en un seul. Et voilà, c'était quelque chose d'analyser cette première partie avec vous chaque semaine tout en avançant sur mes autres projets en parallèle. L'anime était une réussite, mais réaliser ces vidéos chaque semaine était en soi, pour moi, tout un périple aussi. Et puisque vous êtes restés jusqu'ici, je vous dois bien une confession que je devrais peut-être garder pour moi. Ces reviews étaient difficiles à faire à tous les niveaux. Je l'ai déjà dit, mais le but premier de cette chaîne, ce n'est pas de gagner des millions ou de surfer sur les tendances, mais de parler de ce qui fait bouillir mon sang, ce qui me passionne. Et c'est le cas pour Bleach. J'aime beaucoup partager mes découvertes et théories, creuser dans les anciens chapitres et interviews de Kubo, pour vous cuisiner des vidéos théories alléchantes, vous hypant autant qu'elles me hypaient moi-même. Avec ces reviews, c'était un petit peu différent. Il y avait un côté devoir à faire un peu éreintant, surtout au début où je devais passer quasiment 1 heure rien que pour les captures d'écran, puis revoir l'épisode scolairement pour rédiger le script, puis l'enregistrer, le monter et ainsi de suite. Ça me demandait beaucoup de travail et de temps pour en plus, sur les premiers épisodes, peu de vues, on va pas se mentir. Ensuite, je n'ai pas eu le choix que de changer la formule en cours de route, car comme le dit si bien Aizen, la peur est nécessaire à l'évolution. Je ne veux pas vous apitoyer sur mon sort, hein. Réaliser des vidéos est une chose facile dans l'absolu, c'est confortable je veux dire. J'étais chez moi, sous un toit. Non, si je vous en parle, c'est parce que je veux que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel je les ai réalisées. Et une fois qu'elles étaient enregistrées, une fois que j'avais dit tout ce que je pensais sur tel ou tel épisode, j'étais quand même content de l'avoir fait. Mais voilà, je ne vous ferai pas la promesse de recommencer pour le cours 2, 3 ou 4. Je vais cependant réfléchir à une autre formule encore, peut-être un live réaction, peut-être rien du tout, je vous tiendrai au courant, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore trouvé ce que je vais faire. Et au-delà de tout ça, je tenais à vous remercier très sincèrement d'avoir suivi ces reviews chaque semaine. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre du nombre de vues au final, de commentaires, c'était plus que satisfaisant et je n'estime pas avoir perdu mon temps grâce à vous. Si je le pouvais vraiment, je viendrais vous serrer la main à vous tous là, les uns après les autres. Lire vos commentaires après la publication de chaque vidéo était une récompense en soi, même si vous vous doutez bien que face au nombre et au temps limité que je possédais, il m'était impossible de répondre à chacun. 2022 est terminé, mais 2023 ne fait que commencer. Le retour flamboyant de Bleach et de ma chaîne aussi, tout ça, ce n'était que des étincelles. Place aux flamèches. Ciao! So I said, hey.